Un sujet qui nous préoccupe tous et qu'on attend avec impatience. Combattre les changements climatiques et leurs conséquences sur la santé. Sur quoi faut-il miser en priorité? Le ministre Duclos en a parlé ce matin, Dr. Nou aussi. Et en 2023, donc, on ne peut pas nier l'impact déjà présent des changements climatiques sur notre santé. Qu'on parle de canicule, qu'on parle d'inondation, de hausse des épisodes de smog, pour moi qui suis asthmatique, c'est très problématique. De la maladie transmise par des insectes ou des animaux, comme la maladie de Lyme, dont le Dr. Nou nous parlait ce matin. C'est clair qu'il faut désormais mener une lutte à la fois au changement climatique et nous adapter à ceux-ci. Mais sur quoi on doit miser en priorité pour combattre ces changements et leurs conséquences sur la santé humaine, sur la santé animale, sur la santé environnementale? Pour nous en parler, vraiment un très beau bloc avec des intervenants de haut niveau. Vous savez, quand on commande un trio, des fois, on est déçu, mais le premier trio d'experts que je vous propose, je vous jure que ça va être quelque chose de nourrissant pour vos réflexions. Un trio qui nous vient, ils sont tous rattachés à l'Université de Montréal. Alors, on aura Malek Battal, qui est professeur au département de nutrition. Nous aurons Hélène Carabin. Là, je vous les nomme dans le désordre, mais vous serez capable de tout débroussailler ça. Hélène Carabin, qui est professeure à la Faculté de médecine vétérinaire et à l'École de santé publique du département de médecine sociale et préventive. Et Sébastien Sauvé, qui est professeur en chimie environnementale. Donc, ils se partageront ce premier segment. Je vous reviendrai parce qu'après, on parlera d'éco-anxiété puis de s'allier pour une santé durable. Alors, à vous trois, qui commence? C'est Hélène. À vous la parole. Vous aurez un petit chrono là devant vous. Juste ici, et vous avez le pointeur là et le temps qui est là. Merci. Bien, merci beaucoup. Pas de pression pendant tout. Donc, en cette période postprandiale, je vais essayer de vous garder, on va essayer de vous garder éveillés. Donc, on est là ici un petit peu pour vous parler de l'initiative Une seule santé de l'Université de Montréal, mais pas seulement, surtout de l'approche Une seule santé dans son ensemble. Donc, je commence souvent mes présentations sur une seule santé par une perspective. Un certain Serge Morin, a estimé en 2011 qu'il y avait à peu près 8,7 millions d'espèces vivantes dans le monde. C'est un estimé parce qu'on ne sait pas combien il y en a exactement. Fait que j'aimerais qu'on réfléchisse à ça, là. L'humain, c'est 1 sur 8,75 millions. OK? Deuxièmement, même parmi les mammifères, l'humain, c'est 1 sur 6485. Puis ça, c'est des espèces connues. Hein? Puis il en manque plein. Puis cette espèce animale humaine est responsable en grande partie d'une décroissance phénoménale du nombre d'animaux de la faune par ses comportements, entre autres, qui influencent les changements climatiques, mais aussi qui détruit tout ce qui est autour de lui. Fait qu'il est à peu près temps que l'être humain, qui n'est pas une exception dans le règne animal, commence à penser aux autres, puis à autre chose qu'à son petit nombril. Alors, la pandémie a été terrible, mais il y a une chose qui a été bien, c'est que les gens ont commencé à parler de zoonoses puis d'une seule santé. Puisque je travaille sur les zoonoses depuis 30 ans, j'étais bien contente. Mais ça a aussi été l'opportunité pour l'OMS, la FAO, la OMSA, Organisation mondiale pour la santé animale, et l'UNEP de se mettre ensemble et de créer j'ai le mot, One Health High Level Expert Panel Committee, qui finalement a adopté une définition qui par la suite a été adoptée de façon internationale pour une seule santé. Le principe Une seule santé, c'est une approche intégrée, unificatrice, qui vise à équilibrer, puis ça c'est très important, équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Donc, la santé de tous, puis du milieu dans lequel l'on vit est absolument essentielle. Puis on reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques
sauvages, des plantes et de l'environnement en général, y compris l'écosystème, sont étroitement liés et interdépendantes. Puis le reste, c'est dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il faut briser les silos et reconstruire de façon plus horizontale pour arrêter que ce soit juste une personne qui soit la star, mais que des équipes transdisciplinaires, interdisciplinaires puissent permettre des changements puis sauver notre environnement. Ils ont fait un très beau visuel qui, malheureusement, ils n'ont pas encore traduit en français, mais ça démontre très, très bien ce qu'on essaie de faire, à savoir qu'on met plusieurs secteurs et disciplines ensemble, on combine ça avec des enjeux sociétaux, puis on parle, on communique, puis on commence à essayer de se faire confiance, ça c'est absolument clé, pour en venir à maximiser la santé des animaux humains et non humains, ainsi que leur environnement. Alors, pourquoi on s'occupe d'une seule santé? Mais c'est que la santé, tous les aspects de santé, que ce soit des maladies transmissibles, non transmissibles ou de la résistance aux antimicrobiens, ça affecte absolument tout le vivant. Il n'y a pas juste l'être humain là-dedans. Il y a tout, puis souvent, c'est interconnecté. Et on sait aussi que souvent, les infections vont résulter dans des maladies soi-disant non transmissibles. La majorité du temps, en fait. Bien, là, on le sait avec la COVID longue. Hein? Les antimicrobiens, pareil, ça provient des infections, mais les maladies non transmissibles peuvent aussi créer des susceptibilités, changements de microbiote, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais une seule santé, ce n'est pas juste les zoonoses. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, pourquoi on fait une seule santé? Ça, c'est qu'un exemple. Je vous fais noter que ça a été publié. Cet article-là a été publié en 2012. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que si on améliore la surveillance intégrée dans les animaux de la faune et dans les animaux domestiques, on peut détecter des problèmes beaucoup plus rapidement, agir beaucoup plus rapidement et éviter que tous les coûts qu'on a vus associés avec des pandémies. En agissant plus tôt, on peut faire de la prévention, mais là, c'est comme la prévention de santé publique sur les stéroïdes, parce qu'en plus, c'est transdisciplinaire au travers de plein de domaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Université de Montréal? C'est qu'on essaye de fédérer les forces de tous les domaines, de toutes les facultés, autant que faire se peut, pour mieux surveiller, mieux prévenir, puis mieux agir face aux grands enjeux de la santé, dont les changements climatiques. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Sébastien. Merci, Hélène. Prendre des exemples pour montrer que c'est très interdépendant. Et bon, moi-même, j'ai une formation d'agronome, je suis prof de chimie, donc ça teinte un petit peu ce que je vous présente. Et bon, mon intérêt est vraiment pour les contaminants dans l'environnement. Je commençais avec l'agriculture. On a complètement transformé comment on fait l'agriculture. On a transformé notre milieu. On a coupé les arbres, on a mis du drainage, on a fait une transformation massive pour maximiser la production agricole, qui est devenue aussi très dépendante d'intrants qu'on doit ajouter, l'azote et le phosphore notamment, mais bon, aussi toute une série de produits chimiques pour contrôler les problèmes. Et à une échelle planétaire. Ici, c'est une photo du lac Erie par satellite, là, où vous voyez les sédiments, les algues. C'est un bloom d'algues bleu-vert à grande échelle. Et je m'en sers vraiment juste pour illustrer à quel point la façon dont on maximise la production agricole a des impacts à travers tout l'écosystème. Et donc, pour moi, c'est un bel exemple de tout ce qui est interconnecté. Et les algues bleu-vert, ben, elles sont toxiques. Il y a des cyanotoxines produites par les cyanobactéries. Et on est en train de documenter de mieux en mieux les problèmes de toxicité qui sont liés à ça. Et il y en a pas mal. Ensuite, clin d'œil à Rachel Carson et son fameux livre Silent Spring. Peut-être pour les plus jeunes, là, le titre vient, si vous ne savez pas, là, ça vient de la mort des oiseaux qui fait qu'il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus de chants, donc le printemps était silencieux parce qu'il n'y a pas d'oiseaux. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est de là que ça vient. Et donc, on va faire un petit historique. Si on recule, il y a une centaine d'années, on utilisait de l'arséniate
de plomb. On ne s'inquiétait pas trop du plomb, pas grave le plomb, mais l'arsenic, tout le monde était un peu conscient que l'arsenic, c'est pas super, super. Et donc, il y a eu le DDT, c'était une nouvelle molécule miracle, c'était pas du tout toxique, on pouvait laisser faire l'arsenic, on n'aurait plus de problème, c'était fantastique. Jusqu'à ce que Rachel nous ouvre les yeux pour faire réaliser que un des effets secondaires du DDT, c'était de fragiliser la coquille des œufs. Donc, les parents des oiseaux, quand ils couvaient, cassaient les œufs carrément. Donc, ça diminuait beaucoup le taux de survie de la population. On a éliminé ça, ou presque, puis on s'est tourné vers les organophosphorés. Ça, c'était la nouvelle trouvaille, les organophosphorés. Ça allait régler les autres problèmes. Et il n'y avait pas les toxicités du DDT, on n'avait pas ce problème-là. Bon, on s'est aperçu éventuellement qu'il y avait un peu de neurotoxicité, puis qu'il y avait d'autres petits soucis associés aux organophosphorés. On est allé avec l'atrazine, qui pendant longtemps était bien recommandé et très utilisé, qui a été réglementé beaucoup plus tôt en Europe qu'en Amérique du Nord. Ça a été long avant que l'Amérique du Nord bouge pour l'atrazine. Maintenant, c'est le glyphosate. Tout le monde a entendu parler du fameux Roundup et de les associations au cancer et autres, qui sont un peu... Le glyphosate est moins utilisé, beaucoup critiqué, mais les taux d'usage sont encore très gigantesques, là. Et ensuite, les néonicotinoïdes, donc les néonicotinoïdes qui étaient vendus comme beaucoup plus efficaces. Donc, on pouvait utiliser des masses de pesticides plus petites parce que c'est plus toxique, c'est plus efficace. Pas convaincu de la logique ici d'utiliser quelque chose de beaucoup plus toxique en plus petite quantité et que ce soit mieux, mais c'était la logique qui était proposée jusqu'à ce qu'on se rende compte que par effet interconnecté, ça tuait les pollinisateurs avec les problèmes que ça a. Et là, on est en train de changer. Si vous ne connaissez pas, c'est la nouvelle mode. Le chlorantraniliprol, et qui est utilisé pareil comme un néonicotinoïde. Donc, ce n'est pas un néonicotinoïde, la formule chimique est un petit peu différente, mais c'est utilisé exactement de la même façon. On commence à avoir des données pour voir que ça se retrouve dans l'environnement. Et ça va prendre des années avant qu'on ait assez de données toxicologiques au niveau de l'environnement, de la santé, pour voir c'est quoi les impacts. Il faut qu'on change un petit peu notre séquence de tout contaminer pour trouver qu'il y a un problème, puis ensuite réglementer, puis passer au suivant. Hein? Je veux dire, c'est un bel exemple de au suivant. Et l'autre exemple est Où est Charlie? Et dans ce cas-ci, le Où est Charlie, c'est les PFAS. Si vous ne connaissez pas les PFAS, c'est des substances alkylées, poly ou perfluorées. Donc, c'est des molécules chimiques synthétiques. C'est fait par les humains. Là. Ça n'existe pas naturellement. Et le lien carbone-fluor est presque saturé sur toute la molécule. Et il y en a partout. Il y en a sur nos poils antiadhésives en téflon. Il y en a sur les vêtements de sport. Tout ce qui est sport, qui respire bien et qui résiste à l'eau puis qui est imperméable, c'est parce que c'est traité au perfluoré. Les skis ou les cires pour que ça glisse. Il y en a dans la neige, il y en a dans l'eau. Il y a même des exemples où on voyait qu'il y en a dans l'eau de pluie. Il y en a beaucoup dans les emballages. Donc, tout ce qui est en papier, en carton, des tasses de carton jetables, là, des choses comme ça, c'est le PFAS qui fait que ça résiste et que ça repousse le gras ou l'eau. Donc, il y en a. Et tout ce qui est traité au Scotchgard aussi, c'est du téflon. Donc, il y en a dans... Vous êtes assis sur des PFAS, probablement. Et peut-être, dernière question quiz, si jamais vous avez l'impression que vos niveaux corporels de PFAS sont à la baisse, l'idéal, ce serait de prendre du popcorn au micro-ondes dans un sac. Le sac est traité au PFAS pour résister à la graisse. Et donc, les micro-ondes vont exciter le gras et les PFAS qui vont transférer du sac vers le popcorn. Et donc, ça, vous allez pouvoir faire remonter un petit peu votre dose de PFAS dans le sang. Et là-dessus, je vais passer la parole à Malette. Merci Sébastien, c'est appétissant. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais parler d'alimentation, c'est par des formations professionnelles, je suis au département de nutrition. Et je vais parler, c'est quoi le lien entre alimentation et changement climatique et une seule santé, et comment est-ce qu'on peut répondre à ces problématiques-là avec un changement de paradigme. Donc, je vais essayer d'être un peu plus positif, j'espère. Ce qui arrive, c'est que nous sommes en train de vivre une transition nutritionnelle mondiale.
On passe, nous, en Amérique du Nord, on a déjà fait notre transition nutritionnelle vers une alimentation qui est majoritairement industrialisée, transformée, ultra transformée. On parle de plus que 50% de nos calories qui nous proviennent de ces aliments-là, donc qui proviennent de cette agriculture que Sébastien a bien montré avec une seule photo. Mais ceci arrive aussi au niveau de la planète. On est en train de démultiplier ce modèle-là où on passe d'un système alimentaire traditionnel avec des marchés traditionnels comme cette photo que j'ai prise là, vers le modèle du supermarché où il y a tous les produits et aussi avec un impact écologique très important qu'on peut voir donc sur ces photos. Là, je vous ai choisi 2 photos, une qui illustre en fait la déforestation pour cultiver des arbres de palme pour l'huile de palme qui est omniprésente dans notre alimentation. Puis l'autre, c'est aussi pour décimer les arbres et les remplacer par du bétail en Amazonie pour pouvoir avoir de la viande à un prix relativement meilleur marché que ce qu'on avait traditionnellement, historiquement. Je vais essayer de faire ça sans... Ah oui, ça marche. Et donc ce modèle-là que la photo de Sébastien a très bien illustré, c'est le modèle qu'on est en train de pousser. C'est le modèle qui est conventionnel, qu'on appelle le modèle prépondérant chez nous. Et c'est un modèle qui prétend être efficace et qui va pouvoir nourrir les 8 milliards de personnes sur la planète. Mais c'est un modèle qui est très peu efficace en fait. C'est un modèle qui va enlever les arbres pour pouvoir avoir ces grandes machines qui passent, donc les batteuses, moissonneuses, etc., qui va utiliser les fertilisants agrochimiques, qui va utiliser les pesticides, etc., et qui malheureusement ne répond pas à la demande parce qu'il ne nourrit que 30% de la population mondiale, mais il utilise plus que 75%, voire 90%, vous pouvez lire les chiffres, là je ne les connais pas par cœur, je ne veux pas le lire en même temps, mais 90% de tout le pétrole et 80% de toute l'eau nécessaire à l'agriculture vont dans ce système conventionnel-là qui ne nous sert pas vraiment. On va voir comment il ne nous sert pas parce qu'on est en train, donc avec cette transition nutritionnelle que nous vivons, nous sommes en train de vivre une transition épidémiologiques avec des maladies chroniques qui s'en vont augmentant et donc des impacts assez importants. Donc même à l'international, ici ce sont des photos qui viennent de l'Équateur. J'ai quelques projets dans ce pays-là avec des collaborateurs, notamment Steve Sherwood et Donald Cole et Anna Diaconou à l'Université de Montréal et d'autres, donc où on regarde donc la différence entre l'agriculture qui maintenant est le modèle conventionnel et celle qui est plus raisonnée et dont je vais vous parler. Mais je vais continuer un peu avec pourquoi cette agriculture est problématique. Donc non seulement au niveau de la production, mais post-production, qu'est-ce qui arrive? Donc c'est un contributeur important aux gaz à effet de serre, de point de vue le transport alimentaire, surtout quand on s'alimente très loin, ce qui est notre cas. Les plus grands pollueurs en plastique sont les compagnies alimentaires dans le monde. Donc, le plastique qui se retrouve dans les océans, ce dont on nous parle souvent, donc ces îlots de déchets qui sont là, sont souvent en lien avec l'alimentation. Et il y a beaucoup de gaspillage, que ce soit au niveau des ménages, mais aussi au niveau de l'industrie alimentaire en général et de la distribution alimentaire. Donc ce système alimentaire conventionnel a des impacts environnementaux clairs qui sont en lien avec les changements climatiques quand on parle donc des GES, mais aussi a un impact important sur la santé humaine. Et là, j'ai pris un seul exemple, celui du diabète, qui est devenu une épidémie mondiale. Au Canada, on parle de 8% de diabète de type 2 dans la population. J'ai eu le privilège, depuis le début de ma carrière, de travailler avec les Premières Nations à travers le pays et on a des taux de diabète qui atteignent le 25% chez les adultes. Donc on parle de vraie épidémie et de vraie épidémie qui est en lien direct avec les autres vulnérabilités, avec le racisme, avec d'autres questions sociales importantes parce qu'il y a un lien direct entre précarité financière et diabète, par exemple. Et aussi, on voit donc certains pays où on
on arrive à 20% de diabète dans la population. Et ça ne parle pas des poches comme celles qu'on a chez nous, donc dans un pays aussi riche que le nôtre, où on a des taux d'insécurité alimentaire qui avoisinent les 50% sur réserve chez les Premières Nations, ça ce sont nos données, et avec des taux de diabète de 25%. Donc vous pouvez voir que les choses peuvent aller ensemble. Donc c'est quoi les possibilités de changement qu'on a, qu'on peut aller regarder? Donc là, je vais vous donner 2 exemples. Un qui vient de l'Équateur, où il y a eu un effort politique important pour promouvoir l'agriculture locale qui est axée sur l'agroécologie. Donc, souveraineté alimentaire, solidarité économique, c'est du bio plus plus, donc il y a un reflet social, si on veut, et communautaire. Et on a regardé, nous, on a fait avec Anna Diaconou, qui était mon étudiante au doctorat à l'époque, et maintenant elle est stagiaire postdoctorale à l'UDM. On a regardé la différence entre les productrices agroécologiques et celles conventionnelles, qui sont leurs voisines. Et on a vu que celles qui étaient agroécologiques avaient une meilleure diversité alimentaire et consommaient moins d'aliments ultra transformés. Un autre exemple que je veux vous présenter, c'est une étude que j'ai faite avec ma collègue Noreen Willows de l'Université de l'Alberta et Rosanne Blanchet de l'Université de Montréal, avec 4 communautés de Premières Nations en Colombie-Britannique, la Osoyoos Indian Band, Okanagan Indian Band, Penticton Indian Band et Lower Similkameen, et la Okanagan Nation Alliance, qui, eux, ont fait un travail colossal de faire ramener le saumon dans leur cours d'eau après que le saumon ait complètement disparu du système aquatique du fleuve Columbia. Pourquoi? À cause du New Deal et des barrages hydroélectriques qui ont arrêté. Donc depuis des décennies, le saumon ne revenait pas. Mais ils ont fait un travail super important, mais qui est aussi très basé dans la culture autochtone pour ramener le saumon. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que les personnes qui consommaient ce saumon-là consommaient moins d'aliments ultra-transformés. Donc là, si vous vous rappelez, si vous écoutiez, c'est-à-dire qu'ils consomment moins d'emballage, qui ont moins de problèmes d'exposition à ces produits chimiques. Et aussi, ce qui est frappant, une meilleure connectivité ou de meilleurs liens culturels, parce qu'ils se reconnaissent dans cette culture-là. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que cet été, la Okanagan First Nations avait la meilleure pêche de saumon depuis les années 30 ou 40, probablement. Donc, le saumon est retourné. C'est parce qu'on a travaillé sur l'environnement. Eux, ils ont travaillé sur l'environnement. Je ne prétends pas du tout avoir fait ce travail-là. Donc, c'est une approche une seule santé, comme on ne peut pas trouver, quoi. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et pour terminer, je vais prendre 1 minute supplémentaire, si je peux. C'est que cette approche une seule santé, elle est maintenant, en anglais on dirait championed, elle est vraiment prise en compte au niveau international. On peut imaginer lesquels parmi les objectifs de développement durable peuvent être atteints avec une approche plus écosystémique, plus à la base, comme celle une seule santé, et aussi comment on peut voir que on est en train de promouvoir une approche une seule santé au niveau mondial. Au niveau canadien aussi, on a été impliqués, Hélène et moi, dans un sommet du G7 sur une seule santé qui a eu lieu en décembre à Lake Louise. Hélène a été impliquée dans ces documents qui promeuvent l'approche une seule santé. Donc au niveau canadien, il y a un effort. Et juste pour faire la boucle et revenir à la question de l'alimentation, alors le défi, c'est qu'au Québec, on définisse c'est quoi l'alimentation qu'on veut et où est-ce qu'on va mettre nos efforts dans le territoire et quelle sorte de territoire on imagine pour pouvoir avoir une approche une seule santé qui passe, parce que moi je suis en alimentation, je veux faire donc le lien, mais qui passe aussi par l'alimentation. Merci.
Wow. Merci beaucoup à tous les trois. C'était super intéressant. Vous restez avec nous puisque après les deux prochains conférenciers, on vous ramènera sur scène pour les discussions et les échanges. Alors, notre prochaine conférencière, elle est là, mais elle n'est pas vraiment là, mais en fait, elle est là. Elle est là où elle se trouve, à distance. Attendez que je retrouve mes notes. Oui, Mélissa Généreux, pour nous parler d'éco-anxiété. Je m'en venais un peu anxieuse, là, je ne trouvais plus mes notes. On va parler d'éco-anxiété avec Mélissa Généreux. Elle est médecin spécialiste en santé publique et médecin conseil au CIUS de l'Estrie. Mélissa, elle est là. Ben voilà, je la vois. À vous la parole, Mélissa. Merci. Merci beaucoup. Désolée, hein, il y avait une petite tempête de neige à Sherbrooke qui m'a retenue, de même que des obligations familiales. Donc, c'était plus sécuritaire et franchement, une meilleure idée de rester chez moi, mais j'aurais vraiment aimé être parmi vous. Donc, j'ai aussi quelqu'un qui va changer les diapositives pour moi pour faciliter la diffusion. Donc, vous allez m'entendre quelquefois dire prochaine diapo. Donc, aujourd'hui, je trouve ça super intéressant ce qu'on vient d'entendre. On a parlé d'une seule santé avec un angle, entre autres, sur les impacts santé physique des changements climatiques. Et je veux aussi nous amener sur les impacts de la santé psychologique des changements climatiques et plus particulièrement sous l'angle de l'éco-anxiété. Et le but de la présentation, c'est de vous l'amener un peu, l'éco-anxiété, non pas comme une problématique en psychiatrie, mais vraiment un enjeu de plus en plus présent pour la santé publique au Québec. Prochaine diapo. Donc, avant d'aller dans la présentation, je voulais vraiment remercier les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail-là et des réflexions que je vais vous partager tout au long de la présentation. Je n'aimerais pas tout le monde, mais si vous voulez en savoir un peu plus, entre autres, sur l'équipe Collab, qui est une équipe d'une collaboration interuniversitaire, donc Université de Montréal, Université Laval, UQAM et Université de Sherbrooke, et c'est dirigé par Éric Lachapelle à l'Université de Montréal. Ça me fera plaisir de vous en parler lors de la période de questions. Prochaine diapo. Donc, dans la présentation, là, juste de façon très classique, on va quand même revenir sur ce que c'est l'éco-anxiété et ce que nos travaux nous ont permis de connaître ou de comprendre davantage par rapport à l'éco-anxiété ici même au Québec. Et ensuite, je voulais quand même prendre un certain temps pour commencer à réfléchir avec vous sur les pistes d'action vues d'un angle de santé publique pour faire face à l'éco-anxiété grandissante au Québec. Prochaine diapo. Donc, pour la problématique, on peut tout de suite passer. Probablement que plusieurs d'entre vous le savez déjà, mais quand même, je ne prendrai pas de chance. Donc, il faut savoir que l'éco-anxiété, ça fait partie d'une famille plus large de ce qu'on appelle les éco-émotions. Donc, les éco-émotions, ça va être tout ce qu'on va ressentir en lien avec soit les changements climatiques ou de façon plus générale, les désastres écologiques ou les problèmes environnementaux. Et ces émotions-là ne sont pas nécessairement juste négatives. Oui, on peut éprouver de la colère, de la culpabilité. Elles peuvent être aussi positives. Donc, ça peut quand même être générateur d'espoir, d'optimisme, par exemple. Et parmi les éco-émotions, on a l'éco-anxiété. Il y a plusieurs définitions. C'est encore un domaine en pleine effervescence dans la littérature scientifique, mais on pourrait quand même dire que l'éco-anxiété, ça correspond à cet inconfort-là qu'on a, qui peut se traduire sur le plan psychologique, mais aussi parfois sur le plan physique. Ça va être d'intensité variable et c'est vraiment en lien avec le fait qu'on va appréhender les futures menaces en lien avec les changements climatiques, mais aussi le regard passé qu'on a sur les impacts que les changements climatiques ont déjà eu. Prochaine diapo. Et encore une fois, il y a plein de façons de pouvoir tenter de repérer ou observer les manifestations d'éco-anxiété. Nous, on s'est basé beaucoup sur une classification qui avait été faite par HOGG, H-O-G-G, donc c'est une échelle anglophone de 13 manifestations différentes qui étaient examinées, puis on l'a adapté avec l'équipe en 10 manifestations traduites en français, bien évidemment, et je prends la peine de vous le dire parce que ces mêmes 10 manifestations-là ont été étudiées dans le cadre d'une étude au Québec. Donc, grosso modo, on peut classer les manifestations d'éco-anxiété en 4 grandes catégories. Donc, certaines vont être plus sur le plan des émotions ou affectifs, comme le fait d'avoir peur lorsque je pense aux changements climatiques ou aux problèmes environnementaux. Il y en a qui sont plus de l'ordre de la rumination, donc d'avoir des pensées envahissantes, soit sur ce qui s'en vient ou ce qui s'est passé dans notre passé. Il y a d'autres manifestations qui sont plus au niveau de notre fonctionnement, donc on pense... Les changements climatiques font en sorte que ça nous empêche de dormir ou de bien fonctionner dans nos études. Et finalement, un peu plus les manifestations existentielles, de dire
je crains pour le futur de l'humanité ou je me sens pas capable de contribuer à la hauteur de ce que je pense que je devrais faire pour faire partie de la solution. Prochaine diapo. Et bon, c'est sûr que ce n'est pas exhaustif, mais grosso modo, la littérature tend quand même déjà démontré que les plus jeunes adultes, par rapport aux plus âgés, sont plus à risque ou enclins à présenter de l'éco-anxiété, de même que les femmes. Et les personnes qui ont un niveau d'éducation plus élevé, on pense parce que ces personnes-là, en moyenne, vont avoir un niveau de conscientisation un petit peu plus élevé par rapport au changement climatique. Les personnes qui souffraient déjà de troubles mentaux à la base sont aussi plus à risque. Les personnes qui, de par leur travail, comme les travailleurs en environnement, sont davantage exposés et plus conscients. Et les personnes qui ont vécu une catastrophe naturelle ou qui vivent à proximité d'un potentiel aléa climatique sont toutes des personnes aussi qui sont plus à risque. Prochaine diapo. Et ce sur quoi je veux vraiment attirer notre attention aujourd'hui, c'est sur les conséquences de l'éco-anxiété. Parce qu'on a vraiment tendance, peut-être un peu à tort, là, de penser qu'éco-anxiété égale problème. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Vous allez voir donné à l'appui dans quelques diapos. Mais de façon générale, tout le monde s'entend dans la littérature pour dire que l'éco-anxiété peut se traduire par une réponse qu'on va qualifier d'adaptative, c'est-à-dire qu'en étant conscient des enjeux liés au changement climatique, une certaine dose d'éco-anxiété peut nous amener à augmenter notre engagement pour la lutte au changement climatique, donc nous amener dans des gestes pro-environnementaux. Par contre, c'est vrai que l'éco-anxiété peut aussi se traduire par une réponse moins adaptée, soit sur le plan psychologique, là, on peut avoir des symptômes d'anxiété, de dépression, de détresse, d'insomnie, et sur le plan des comportements, et ça c'est quand même important à savoir aussi, trop d'éco-anxiété peut nous amener à tomber dans un déni. C'est tellement inconfortable que j'aime mieux me dire que ça n'existe pas. J'aime mieux baisser les bras puis tomber dans l'évitement, la paralysie. Donc, on est tellement conscient qu'on préfère faire comme si ça n'existe pas et finalement vivre notre vie et retourner peut-être dans des comportements un peu plus individualistes. Et à l'autre extrémité, on peut aussi avoir des gens qui deviennent tellement envahis par ça qu'ils se surinvestissent dans la lutte au changement climatique, ce qui est peut-être pas mieux non plus. Prochaine diapo. Donc, tout ça pour dire qu'on a voulu voir justement à l'échelle du Québec comment ça se passait et c'est là que l'équipe Collab a été de grands coups de main. Donc, on avait déjà une enquête qui était en cours depuis le début de la pandémie à l'Université de Sherbrooke et c'était vraiment fait en collaboration avec l'ensemble du réseau de santé publique au Québec pour monitorer les impacts psychosociaux de la pandémie. Et en cours de route, on s'est dit, tiens, pourquoi pas rajouter des questions sur un peu les attitudes, les perceptions qu'a la population, pas seulement face à la pandémie, mais aussi face à une autre grande crise mondiale que sont les changements climatiques. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a inséré, entre autres, des questions sur l'éco-anxiété. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle quand même de gros échantillons. On parle d'études transversales répétées dans le temps. Mais pour les données que je vais vous présenter, on parle de quand même 10 368 personnes de 18 ans ou plus qui ont été recrutés, bon, on va dire aléatoirement, mais parmi un panel d'internautes qui étaient déjà, qui eux n'étaient pas tout à fait nécessairement représentatifs, mais bref, par des techniques de stratification selon le respect de la distribution en âge et de genre, on est quand même capable d'avoir un échantillon qui représente plutôt bien la population québécoise d'adultes, et ce, dans toutes les régions du Québec. Et cette collecte-là de données, là, celle dont je vais présenter les résultats, a été réalisée quand même en octobre 2021, donc ça ne fait pas si longtemps. Et c'est une collecte qui s'est faite grâce à un court questionnaire en ligne d'une vingtaine de minutes. Prochaine diapo. Donc, on rentre tout de suite dans les résultats. Donc, tantôt, je vous parlais de différentes manifestations sur le plan affectif, rumination, dysfonctionnelle ou existentielle. Donc, ces 10 manifestations-là, on a demandé à chacun de nos 10 000 participants, toi, au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence as-tu présenté ces manifestations-là lorsque tu pensais au changement climatique ou aux problèmes environnementaux? Donc, les gens pouvaient dire jamais, ce qu'on classe comme 1, jusqu'à presque toujours au cours des 2 dernières semaines, j'ai présenté ces manifestations-là. Donc, vous comprenez que ça nous permet de faire un score qui va entre 1, 10 et 50. Et nous, ce qu'on a décidé de faire en équipe, c'est de diviser ce score-là en 4 catégories. Donc, lorsqu'on avait 10, essentiellement, c'est qu'on n'avait aucune des manifestations. Donc, au cours des 2 dernières semaines, on n'a eu aucune crainte, peur ou problématique ou pensée de crainte par rapport au futur de l'humanité ou des trucs comme ça.
Légère, on voit que c'est des scores de 11 à 20, ensuite 20 à 31. Et 31 à 50, dites-vous que c'est qu'en moyenne, sur les 10 manifestations, les gens avaient une moyenne au-dessus de parfois. Donc, on était plus dans le souvent ou presque toujours qu'on avait présenté ces manifestations-là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même 7,4 % de la population, la petite portion de la pointe de tarte qui est enfoncée, qui a ce qu'on peut qualifier des manifestations d'éco-anxiété à un niveau élevé. Prochaine diapo. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces manifestations qu'on qualifie d'élevées. Bien, premièrement, comment elles se distribuent selon l'âge et un peu sans surprise, bien, on voit que oui, dans la population d'adultes un peu plus âgés, on tombe facilement en bas du 10%, même plus en bas de 5% à partir d'un certain âge. Mais chez nos jeunes adultes, nos 18-24 ans, nos 25-34 ans, on voit à quel point la présence de manifestations d'éco-anxiété, elle est là sous plusieurs angles et ce, de façon répétée, fréquente au cours des 2 dernières semaines. Donc, on voit vraiment que c'est un phénomène qu'on pourrait presque qualifier de générationnel dans ce cas-là. Prochaine diapo. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette diapo-là qui nous montre que si on regarde chacun des 4 niveaux d'éco-anxiété, allant de aucune éco-anxiété à éco-anxiété élevée, et qu'on croise ça avec le pourcentage de gens qui vont présenter des symptômes importants, un peu plus cliniques, là, de dépression ou d'anxiété, mais ce qu'on voit, c'est que les symptômes un peu plus cliniques d'anxiété ou de dépression sont beaucoup plus fréquents chez ceux qui ont de l'éco-anxiété à niveau élevé, mais dans les autres catégories d'éco-anxiété qu'on qualifie de légère à modérée, on ne voit pas vraiment plus de gens qui souffrent de symptômes importants de dépression ou d'anxiété. Donc, je leur dirais en d'autres mots, on voit une relation qui n'est pas vraiment linéaire, c'est-à-dire que c'est vraiment à un certain niveau beaucoup plus élevé d'éco-anxiété qu'on voit aussi poindre des symptômes un peu plus cliniques d'anxiété ou de dépression. Prochaine diapo. Et ce qui est aussi très, très, très intéressant, là, on pourrait qualifier ça d'une relation en U, c'est la fatigue climatique. Donc, on a voulu voir, selon les niveaux d'éco-anxiété, quelle était la propension à présenter de la fatigue climatique. Fatigue climatique, c'est une adaptation de ce qu'on a beaucoup parlé pendant la pandémie, c'est-à-dire la fatigue pandémique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une échelle qu'on a adaptée de la pandémie au changement climatique pour mesurer à quel point les gens sont tannés d'en entendre parler et tannés de sentir qu'ils doivent faire un effort pour lutter contre les changements climatiques. Et là, ce qui est fascinant, c'est que autant les gens qui ont un niveau d'éco-anxiété élevé que ceux qui ne présentent aucune éco-anxiété sont plus sujets à présenter une fatigue climatique, donc à dire j'ai moins le goût de me forcer et je suis tannée qu'on en entende parler, est-ce qu'on peut retourner à nos bonnes vieilles habitudes? Donc, vous voyez que dans les 2 extrêmes de l'échelle d'éco-anxiété, on est dans une position un peu plus défavorable qui nous amène moins à être dans l'engagement contre la lutte au changement climatique. Prochaine diapo. Ah, oui. Et peut-être, là, je ne voulais pas vous inonder de chiffres aujourd'hui, mais je pourrais quand même vous dire quelques autres petits constats, c'est-à-dire, entre autres, que selon les régions, on voit qu'à Montréal, l'éco-anxiété élevée était plus présente, quand même 11% versus à peu près 7% dans le reste du Québec. On a aussi constaté que cette relation qu'on a vue entre l'éco-anxiété et la fatigue climatique, elle existe aussi pour le lien entre l'éco-anxiété et la méfiance envers les autorités, la vision complotiste en lien avec les changements climatiques et le faible sentiment d'appartenance à la communauté. Donc, autrement dit, trop d'éco-anxiété peut mener à plus de risques d'anxiété et de dépression avec des symptômes cliniques. Trop d'éco-anxiété peut mener à plus de fatigue climatique et aussi plus de méfiance, plus de vision complotiste, etc. Mais trop peu d'éco-anxiété est aussi associé à une réponse comportementale liée à du complotisme, de la méfiance et de la fatigue pandémique qui peut être problématique aussi. Et finalement, c'est super important, le soutien social. On s'est rendu compte que les personnes qui présentent de l'éco-anxiété élevée, mais qui ont aussi un bon soutien social, sont relativement protégées contre les risques de dépression, comparativement à celles qui ont de l'éco-anxiété, mais un moins bon soutien social. Donc, en gros, pour faire une histoire courte, je vous dirais que la présence d'un bon soutien social autour de nous, là, que ce soit famille, amis, proches, vient un peu modérer l'effet de l'éco-anxiété sur les symptômes un peu plus cliniques de dépression. Donc, je vous ai tout dit ça pour vraiment préparer un peu le terrain parce que le plus important, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, sachant qu'une certaine dose d'éco-anxiété plus élevée peut quand même venir avec
des enjeux sur le plan de la santé psychologique, mais aussi un désinvestissement ou un surinvestissement au niveau comportemental qui devient en soi aussi un enjeu de santé publique, là, si on veut vraiment lutter contre les changements climatiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Prochaine diapo. On a décidé de réfléchir, mon groupe d'externes, mes collègues et moi-même, à comment classer l'action de santé publique selon la Charte d'Ottawa, qui est vraiment une charte classique pour les gens en santé publique dans la salle, qui nous aide un peu à réfléchir nos actions et nos programmes en promotion de la santé selon différents niveaux d'action. Donc, on peut changer. Pour le premier niveau d'action, ce qui est aptitude individuelle, vous pouvez changer la diapo. Oui, les aptitudes plus personnelles, en fait, c'est de voir comment on peut aider les gens à apprendre à vivre avec un certain niveau d'éco-anxiété, donc de normaliser ça plutôt que de le pathologiser de façon automatique, d'offrir aux gens l'occasion de se mobiliser ou de les encourager de se mobiliser dans une cause environnementale, de reconnecter avec la nature, de faire des activités plein air. Il y a des activités artistiques, un peu de danse-thérapie ou expression par la peinture qui peuvent aider aussi à se connecter et à mieux vivre avec son éco-anxiété. Et aussi beaucoup encourager les gens, les éduquer à mieux s'informer sur les changements climatiques ou les catastrophes via des sources fiables et éviter de se surexposer aux médias, ce qui peut générer en soi un peu plus d'éco-anxiété. Prochaine diapo. Donc ça, c'était au niveau individuel, mais évidemment, on ne veut pas juste sensibiliser, éduquer en santé publique, on veut aussi agir au niveau de l'action un petit peu plus de développement des communautés. Et ici, ben là, ce ne sont que quelques exemples, mais d'avoir des intervenants à l'échelle communautaire et aussi à l'échelle scolaire qui seraient davantage au courant, outillés sur le phénomène de l'éco-anxiété, ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Mais je dirais de créer des occasions d'échange, de dialogue, de partage d'expériences à l'échelle des quartiers par rapport à ce qu'on vit, d'offrir, comme je disais, d'organiser des activités de plein air ou des activités où on a la chance de s'impliquer, de s'engager, d'avoir une éco-responsabilité. Là, je pense, par exemple, à Sherbrooke, Action Saint-François, qui est une activité qui vise à enlever les déchets dans la rivière. Bien, je l'ai fait à un moment donné, puis c'est fou la sensation qu'on peut avoir de dire, bien, je me sens impuissant, mais peut-être un petit peu moins. Je sens qu'au moins, j'ai été réunie avec des gens qui partagent la même préoccupation que moi et j'ai senti que j'ai fait ma part. On peut aussi soutenir les mouvements écologiques ou même à l'échelle des milieux scolaires, des milieux universitaires, les cégeps, avoir aussi des équipes peut-être en place qui sont davantage là pour parler de l'éco-anxiété et tantôt de ses bienfaits, tantôt de ses méfaits et comment s'en protéger. Prochaine diapo. Bien sûr, l'action individuelle, communautaire, c'est important, mais je pense qu'il faut aussi s'assurer que nos environnements soient favorables. Et pour ce qui est de l'environnement plus social, de s'assurer qu'entre autres, nos médias soient mieux outillés. On parle souvent de trousses médias pour comment parler du suicide ou comment parler de l'intimidation, mais on pourrait aussi outiller nos médias pour les aider à voir comment on peut mieux parler des changements climatiques, comment on peut parler des changements climatiques sans être dans le catastrophisme et les grandes retombées négatives, mais aussi amener les gens à parler de solutions, de bons coups, d'histoires inspirantes, par exemple. Et pour l'action sur l'environnement physique, bien, si être en plein air et de reconnecter avec la nature, c'est si important, est-ce qu'on peut s'assurer que nos espaces naturels, nos espaces verts soient davantage accessibles autant de manière géographique que de manière économique, par exemple, pour nos citoyens et citoyennes. Prochaine diapo. Services de santé, et j'inclus évidemment la santé publique là-dedans. Là, il y a tant de choses à faire. La première m'apparaîtrait relativement logique, c'est que nos systèmes de santé soient exemplaires, donc que nous-mêmes, on montre l'exemple en étant plus verts, plus éco-responsables. Il y a des mouvements qui vont dans ce sens-là, mais il y a encore du travail à faire. Que nos intervenants du réseau de la santé soient aussi mieux outillés, engagés et comprennent que santé et changement climatique vont de pair et qu'il y a plein de co-bénéfices de travailler tous ensemble. Et je pense que d'un point de vue de santé publique, on parle beaucoup de plans d'action puis d'analyse de vulnérabilité d'un point de vue santé au changement climatique et d'intégrer là-dedans un peu plus le discours de l'éco-anxiété. Je m'explique, de dire, écoutez, on va de plus en plus vouloir sensibiliser la population sur les enjeux de santé liés au changement climatique, mais comment le faire? Comment être capable de bien communiquer, de sensibiliser les gens sans verser dans l'excès d'éco-anxiété? Donc, comment trouver le juste équilibre entre éco-lucidité et éco-anxiété, par exemple? Donc, toute cette nuance-là de comment communiquer les risques, comment mobiliser la population de façon positive sans avoir d'effets négatifs,
tout ça, à mon avis, demeure un enjeu très, très important sur lequel la santé publique devrait davantage réfléchir. Les prochaines diapos. La dernière et non la moindre, les politiques publiques. Je vous dirais que tout ça, c'est bien beau, qu'on peut offrir toutes les meilleures opportunités du monde à s'impliquer, s'engager. Mais encore faut-il qu'il y ait une cohérence. En fait, c'est démontré que le manque de cohérence entre les politiques publiques et l'urgence de la situation, parce que oui, il y en a une situation urgente, donc ce manque de cohérence-là, en soi, est générateur d'un sentiment d'impuissance, d'injustice et ultimement d'un risque accru d'éco-anxiété. Donc, si on veut lutter contre l'éco-anxiété, on doit aussi avoir des prises de position de nos acteurs et des décisions à haut niveau qui soient porteurs d'espoir pour nos générations futures, de même que pour tout adulte qui est inconfortable avec la situation actuelle. Donc, je pense que je suis rendue à la... j'ai une petite boîte à outils, je vous les partage. Là, vous pourrez avoir, j'imagine, accès à la présentation, mais il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés là, pour agir aux différents niveaux que j'ai proposés en lien avec la Charte d'Ottawa. Et je conclurai, parce que je vois le temps qui file. Moi, ce que je retiens, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est attendu. C'est la situation ou la menace à laquelle on fait face qui est bien réelle et qui est génératrice d'éco-anxiété. Qu'une certaine dose d'éco-anxiété, ça peut être souhaitable pour amener vers l'action, puis tant qu'on réussit à bien compenser au niveau psychologique et comportemental. Mais c'est vrai que ça peut aussi devenir nuisible à plus forte dose. Pas chez tout le monde, mais chez une bonne portion de la population, comme on a vu. On retient quand même qu'une personne sur 13 au Québec, une personne adulte sur 13 présente de l'éco-anxiété à un niveau élevé et que c'est encore plus important chez nos jeunes adultes. Et j'espère avoir semé une graine en disant qu'une approche qui est plus multiniveau et qui est bien structurée en santé publique permettrait non seulement de mieux lutter contre les changements climatiques, mais aussi de réduire les conséquences négatives de l'éco-anxiété qui semble être une problématique quand même bien en place à l'échelle du Québec. Donc, c'est pas mal ce qui ferait le tour pour ma présentation. Merci, Mélissa. Merci. Mélissa, reste avec nous parce que vous allez participer tout à l'heure aux échanges. Puis ça, c'était une belle étude que vous avez faite et c'était avant la présentation d'aujourd'hui parce que là, on a peut-être tous un peu augmenté les pourcentages d'éco-anxiété après la présentation d'une seule santé et ces photos qui sont très troublantes et qui nous interpellent comme mangeurs et comme citoyens. On a un duo pour terminer ce segment, constitué pour nous parler de s'allier pour la santé durable. Nous allons recevoir Laurence Sauvé-Lévesque, qui est infirmière, coordonnatrice principale un autre acronyme, RASDGT, le Réseau d'action pour la santé durable du Québec, et Jérôme Leclerc, qu'on a entendu ce matin au micro ici, qui est aussi sur le terrain et qui est infirmier, membre du conseil de coordination. À vous la parole. Merci de l'introduction. En fait, je trouve que ça fait un beau lien là, avec la conclusion de la présentation de Dr Généreux. Je suis reconnaissante d'avoir une tribune là, après toutes ces présentations du bloc de changement climatique, mais aussi depuis hier, là, toutes les discussions, c'est super enrichissant. Donc, s'allier pour la santé durable. Pour les 10 prochaines minutes, Jérôme et moi, on va vous parler d'actions environnementales pour la santé durable en vous partageant l'histoire de notre mobilisation, puis vous présenter nos solutions. Bonjour à tous. Donc, en effet, pourquoi le réseau d'action pour la santé durable du Québec, d'où on sort, comme on l'a mentionné ce matin, la crise climatique, les changements climatiques, c'est la plus grande menace à la santé publique là, au 21e siècle, comme l'a décrété l'OMS. Est-ce que ça va être la plus grande opportunité en santé publique au 21e siècle? À voir. Mais ce qui arrive, c'est avec cette crise climatique, comme Dr Gnou le dit ce matin, ça va affecter notre système de santé et les maladies de façon générale, autant cardiovasculaires, pulmonaires, santé mentale, zoonoses, maladies infectieuses et compagnie. Donc, face à ce constat-là, il y a beaucoup de travailleurs de la santé, comme moi, qui ont décidé de commencer à se mobiliser pour essayer de faire changer les choses.
peut-être une façon de canaliser notre éco-anxiété, là, comme Dr Généreux disait. Puis, donc, en 2019, est née La Planète s'invite en santé, qui se voulait un regroupement là, de travailleurs de la santé, pas seulement d'experts, pas seulement de médecins, mais de tous les travailleurs du réseau de la santé au Québec pour s'unir face à la crise climatique. C'est quand même environ 300 000 personnes là, qui peuvent avoir un poids assez important, autant à petite échelle dans nos milieux de travail respectifs, mais aussi à grande échelle pour faire des pressions politiques à tous les niveaux de gouvernement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant que professionnel de la santé, on a une notoriété et lorsqu'on prend la parole, on est généralement plus écouté. Et même lorsqu'on fait le lien entre les changements climatiques et la santé, ça résonne plus chez les gens, ça va les interpeller pour généralement prendre action ou au moins être plus sensibilisés. Donc, La Planète s'invite en santé, on s'est unis en 2019, moi c'est là que je suis rentré dans le bateau, et on a commencé à se mobiliser, à faire des pressions, des prises de position, à faire des liens avec différentes personnes, autant des organismes non gouvernementaux que des organismes gouvernementaux dans le milieu de la santé puis dans le milieu de l'environnement. En faisant ça, on a réalisé qu'il y avait peut-être... fallait qu'on se donne les moyens de nos ambitions, que c'était un très grand défi qu'on s'était lancé et qu'il fallait qu'on s'allie pour vraiment mettre toutes nos forces en commun et surtout faire face là, à ce grand défi qui est les changements climatiques. D'où la création là, en 2022 du Réseau d'action pour la santé durable du Québec. Donc, c'est ça, face à la panoplie de professionnels de la santé qui étaient mobilisés par la cause, qui avaient le désir de prendre action, c'est là qu'il y a eu une rencontre avec l'ASPQ dans la démarche. Dans le fond, Olena Zotova, qui est la fondatrice du réseau d'action, voulait une démarche un peu plus structurée pour essayer de justement, là, devant toutes ces mobilisations, faire quelque chose, emmener... une structure qui permettrait justement là, de prendre action. Donc, c'est là qu'est né le réseau d'action. À ce jour, c'est 28 organisations qui sont rassemblées autour d'une même vision et mission, puis qui s'engagent à soutenir, dans le fond, le réseau d'action pour la santé durable du Québec, tout autour là, d'une charte qui propose 18 solutions que je vais vous présenter plus tard. Évidemment, là, pour revenir avec la présentation de ce matin de Marianne Dessureau, on parle d'une charte que notre organisme prend. C'est sûr que notre rêve, ce serait que le gouvernement l'endosse en entier aussi, mais pour l'instant, c'est les organismes qui sont membres et ou partenaires du réseau. Donc, le réseau d'action, c'est aussi l'implication de bénévoles comme Jérôme, puis j'ai Chantal dans la salle, de bénévoles qui œuvrent dans les services de santé, puis qui sont mobilisés, puis qui nous soutiennent là, au niveau du conseil de coordination. Le réseau d'action, c'est aussi des comités interdisciplinaires qui se rassemblent, qui échangent autour de thématiques comme le système de santé durable, la formation des professionnels de la santé, mais aussi les communautés durables. Donc, depuis le mois de septembre, donc vous avez compris que c'est tout jeune, là, depuis 2022, ça a été lancé en mars dernier. Donc, depuis septembre, on a le comité système de santé durable qui se réunit, puis une expertise qui se partage. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est vraiment de se concerter, puis de s'unir pour avoir des actions collectives, puis avoir des actions plus fortes. Ce qui m'amène à vous présenter, dans le fond, nos solutions. Ils sont articulés autour de 3 volets d'action. C'est vraiment en réponse aux menaces environnementales qui sont une menace à la santé. Donc, dans l'optique de protéger, mais aussi améliorer la santé des Québécois, on propose des solutions qui permettraient de bénéficier des dans le fond, c'est les co-bénéfices de profiter d'une planète en santé qui permettent là, de décharger un fardeau important des maladies chroniques sur le système de la santé, mais aussi de générer des économies au niveau du réseau de la santé. Si on y pense, là, le soin le plus éco-responsable, c'est le soin qui n'a pas besoin d'avoir lieu. Donc, limiter les changements climatiques. Pour limiter ces changements-là, leurs conséquences sur la santé, il faut doter le Québec d'un plan d'action gouvernemental pour atteindre rapidement la carboneutralité. Aujourd'hui, actuellement, on a le plan pour une économie verte, mais les moyens prévus dans le plan
permettrait d'atteindre moins que la moitié des cibles qui sont fixées pour 2030. C'est une chose de prendre des engagements forts, mais si les moyens ne sont pas suffisants pour atteindre les cibles, bien, il y a un petit manque de cohérence. C'est pourquoi on souhaite aussi que le Québec se dote d'une loi sur le climat qui mandaterait l'obligation de rencontrer les objectifs. Donc, s'il n'y a pas d'obligation d'avoir de la réduction de compte, on n'atteindra pas les cibles non plus. Évidemment, il faut cesser les projets d'exploration, d'exploitation des hydrocarbures, aussi le désinvestissement des fonds publics. On peut penser là, à décarboner le régime de retraite des employés du gouvernement, là, les REGOP. Et finalement, favoriser l'économie circulaire locale. Tout ça, c'est vraiment transversal à tout. En ce moment, malgré la reconnaissance de l'urgence d'agir, tout ça, il faut des politiques qui sont fortes. Puis en ce moment, les cadres actuels ne permettent pas nécessairement là, de s'opérationnaliser puis de mettre en œuvre tout ça. Communauté durable, donc on a entendu parler de communauté durable depuis le début du sommet. Donc, les bienfaits du verdissement, de la préservation de la biodiversité, tout ça, c'est vraiment important pour la santé des populations. On a eu la présentation d'une seule santé qui a vraiment permis de bien comprendre l'interdépendance de nos écosystèmes, autant naturels que ceux de sources humaines. Au réseau, nous, on a adopté la lunette de santé planétaire, qui est aussi une vision écosystémique qui implique non seulement de se pencher sur le bien-être de notre environnement, mais aussi sur l'étendue des déterminants sociaux, politiques, économiques, culturels, puis des valeurs dominantes qui entrent en jeu dans la complexité de la santé sur Terre. Enfin, étant sur le terrain, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait, de nos 4 revendications pour un virage éco-responsable du système de santé et des services sociaux. Donc, le premier point, c'est d'adopter un plan d'action ministériel visant la carboneutralité d'ici 2040. En ce moment, il n'y en a pas, il n'y a pas d'objectif quelconque, même pas 2060 là, ou un truc un peu plus loin. Dans le plan d'action, le plan santé, je veux dire, il parlait beaucoup de prévention, là, ce qui est une bonne chose, mais tout le volet de lutte au changement climatique, rien. Donc, ça fait partie de nos revendications. Il y a certains établissements, certains CIUS qui se sont donné des objectifs. Le CHUM s'est donné l'objectif carboneutralité 2050, si je ne me trompe pas, mais il n'y a pas de coordination nationale là, pour arriver à une carboneutralité. Ce qui m'amène à parler d'établir un cadre législatif avec une obligation de suivi annuel du ministère. En ce moment, on ne connaît pas non plus notre impact. On sait qu'au Canada, le réseau de la santé, c'est 5% des GES. C'est énorme, mais au Québec, on ne sait pas les établissements. Il y a certains endroits qui commencent à essayer de le calculer. Le CIS de Laval a fait l'exercice de calculer son empreinte. Mais il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion et d'efforts collectifs synchronisés pour savoir où est-ce qu'on s'en va et qu'on puisse mesurer et comparer les différentes initiatives là, qui sont faites à travers le réseau. Et puis, on n'est pas capable non plus, évidemment, de se donner d'objectifs à réaliser. Enfin, il faut allouer des ressources, il faut allouer de l'argent. En ce moment, il y a quand même une obligation que chaque établissement, chaque CIS et CIUS doit avoir un comité et une politique de développement durable, mais c'est très différent d'un endroit à l'autre. Des fois, ils vont dépendre d'une direction, ça va être un deuxième chapeau. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas l'autorité pour faire des changements importants. Moi, chez nous, notre comité de développement durable, là, puis sa responsable, ils sont très actifs, mais ils n'ont pas le moyen de faire des changements importants. Là, on a réussi à enlever les bouteilles d'eau en plastique dans les cafétérias, c'est bien, mais il y a beaucoup plus à faire que ça. Donc, il faut allouer des ressources. Et puis, notre quatrième revendication, c'est de créer une plateforme de consultation et de recherche sur le virage éco-responsable. Pour ce faire, le réseau d'action, quand je disais qu'on a voulu se concerter et créer des liens, donc on travaille là, activement avec le Réseau national des conseils régionaux en environnement du Québec.
qui parraine le site Phare Climat. Si vous ne connaissez pas le Phare Climat, ils font un répertoire des initiatives, surtout au niveau municipal, donc des initiatives vertes en environnement, et puis ça permet de mettre en liaison. Donc, on travaille avec eux pour une version 2.0 qui va inclure tout le volet santé pour qu'on puisse répliquer les initiatives qui ont été faites ailleurs au Québec. Donc, s'il y a un projet exemplaire mettons, de compostage des déchets alimentaires qui s'est fait en Gaspésie, et bien que facilement quelqu'un à Québec ou à Montréal puisse entrer en contact, prendre leur plan de projet et le mettre en place pour qu'on puisse accélérer le virage éco-responsable qu'on a besoin de faire au PC. C'est ça. C'est bon. Juste rajouter, là, il va y avoir des audiences publiques là, sur la prochaine stratégie gouvernementale de développement durable là, qui va commencer la semaine prochaine. On parle notamment là, de l'exemplarité de l'État. Donc, on espère que de cette stratégie découlera un réel plan ministériel là, pour les services sociaux et de santé. Là. Donc, pour terminé. Hier, le CQTS disait qu'il aimait ça une pizza de logo. Ben, nous aussi. C'est juste pour que vous puissiez apprécier un peu la diversité d'acteurs qu'on a comme membres partenaires qui soutiennent nos actions au niveau du réseau d'action. Donc oui, on a des associations de professionnels qui sont engagés pour la cause environnementale, mais on regroupe aussi les principaux syndicats des professionnels de la santé. On a également un centre de santé innovant, le CHU de Sainte-Justine. On a des organismes indépendants aussi qui travaillent en santé environnementale. Je peux penser à Nature Québec, Santé Urbanité. Puis on a aussi un premier ordre professionnel qui s'est joint à nous, soit l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Donc, c'est un mouvement qui prend de l'essor. Les professionnels de la santé sont mobilisés, sont prêts à agir. On souhaite rassembler un peu tout le monde là, autour des actions concertées pour réellement l'entamer. On parle d'urgence d'agir, tout ça, mais il faut se donner les moyens là, pour le faire. Donc, merci. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Vous pouvez passer au salon. Malek, Hélène, venez nous rejoindre. Il y a des micros sur les tables. Merci Jérôme, merci Laurence pour cette présentation. Mais j'ai aimé ça, moi, tous ces logos-là, parce que c'est très encourageant de voir qu'il y a une force qui est là et de travailler tout le monde ensemble en équipe. Enfin, j'ai comme espoir que ça va pouvoir faire bouger des choses. On a des questions. Je voulais juste mentionner, Dr. Carabin, je vous écoutais, puis merci pour votre exposé. Ça m'a fait penser au livre de mon collègue Bernard Lavallée qui vient de publier sur à la défense de la biodiversité alimentaire aux éditions de la Presse. C'est sorti pas longtemps avant Noël, mais on voit aussi la disparition des espèces avec la main de l'homme, en fait, les actions de l'homme. Il y avait ça, je voulais aussi mentionner... oui, docteur, non, Sébastien, vous êtes agronome. Donc, ça veut-tu dire aussi les spatules en silicone? Comme, est-ce qu'il y en a des PFAS dans nos ustensiles en silicone si pratiques dans la cuisine? Pas nécessairement le silicone. Mais le téflon, il y en a partout. On est trop exposé à trop de PFAS. Est-ce qu'il y a une limite, il y a un seuil limite tolérable? C'est une question à 1000 $. Ouais. La science en ce moment, la toxicologie sur les PFAS est en ébullition. Tout est en train d'évoluer, de changer. Donc, il y a des seuils, mais ces seuils sont en train de se rabaisser. La toxicologie, ça arrive à peu près jamais qu'avec la nouvelle science, on dit « OK, c'est moins toxique qu'on pensait ». C'est toujours plus toxique qu'on pensait parce qu'on découvre d'autres modes d'action, d'autres Vous avez absolument raison. Mais donc, c'est un dossier à suivre, là, PFAS. On en reparlera. Merci. Martine? Oui, bonjour, merci pour les présentations. Ma question, mon commentaire sont pour Laurence et Jérôme. Merci beaucoup de votre présentation. Je crois beaucoup à votre réseau. Je crois beaucoup aussi qu'en santé durable, en développement durable, il faut regrouper les forces, c'est-à-dire il y a déjà des initiatives un peu à gauche, à droite, puis j'ai vraiment un souci de cohérence, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de pratique au Québec des établissements de santé en développement durable, on se parle, il y a des webinaires, il y a un échange de pratiques. Il y a aussi une communauté de pratiques montréalaise sous la gouverne de Mylène Drouin. Fait que cette espèce de structure un peu partout qu'il y a, fait que
le réseau, je pense, doit aussi tenir compte de ces travaux-là, puis doit faire partie de ces travaux-là. Je pense que ça serait important. Vous faites un travail remarquable, il faudrait le mettre à contribution. Puis j'ai juste une question pour vous autres, c'est une question à 1 000 $. Ce qui est difficile en santé durable et en développement durable, c'est d'avoir des indicateurs. Qu'est-ce qui fait que les gestes qu'on pose dans nos établissements, dans nos réseaux, ont un impact réel? Oui, tu as la mesure des GES, on l'a fait à Sainte-Justine il y a à peu près 3 ou 4 ans, mais ceci dit, si on met en place tous nos programmes de saines habitudes de vie, si on met en place les soins durables, les approvisionnements durables, comment on fait pour avoir des indicateurs très précis pour voir si ça a un impact? Et ça, je pense qu'il y a encore un travail à faire à notre niveau à ce sujet-là. Merci. Oui, bien, si je peux juste comme renchérir un peu sur le commentaire. En ce moment, on mesure beaucoup la performance des soins de santé. Il y a des engagements environnementaux qui sont pris, puis il manque un certain comme un bout là, de ramener l'efficience des soins en intégrant les composantes plus éco-responsables, si on veut. Donc, je pense que quand on pense à nos protocoles de soins qui sont sur le terrain, puis même plus largement au niveau de l'approvisionnement, tout ça, je pense qu'il devrait avoir d'emblée là, le côté éco-responsable puis plus vert pour comme se donner des indicateurs qui sont complets vraiment. Mm-hmm. Oui, madame. Bonjour, encore moi. Je suis bien bavarde, je suis contente d'être à Québec, de toute façon. Merci beaucoup pour vos présentations, elles sont très enrichissantes. Surtout, j'ai particulièrement apprécié celle sur l'éco-anxiété. Je voulais dire que de notre colère et de nos anxiétés naissent nos mouvements sociaux. Donc, surtout les mouvements féministes et en justice environnementale, au moins ça sert à quelque chose. Voilà. À ACSQ, d'où je viens, on base notre mission sur sensibiliser à l'impact de l'exposition aux substances toxiques présentes dans les produits de la vie quotidienne, le problème des pesticides, des perturbateurs endocriniens sur la santé des personnes et des communautés. Notre slogan, c'est « Notre corps, notre environnement ». Mais mon propos est le suivant. En fait, quand on reconnaît les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes, quand on parle de santé publique, ça nous impose de ne pas détourner notre regard de la responsabilité des industries polluantes sur la santé des Québécoises et des Québécois. Souvent, on parle de crise climatique, changement climatique, puis on a une vision, un regard planétaire, c'est vrai, c'est nécessaire, sur la question, mais sans vouloir être dans le catastrophique, tout près de nous, on a des communautés au Québec qui souffrent des impacts de la pollution et des changements climatiques. On a des problèmes historiques de qualité de l'eau pour certaines communautés. On a des cas ici au Québec de déversements illégaux, de sols contaminés. On a un fort taux de nickel, situation collée serrée à certaines communautés racialisées de Limoilou, par exemple. Puis on a des îlots de chaleur, pas d'espace vert à Montréal-Nord, dans des quartiers dits défavorisés de notre province. Donc moi, ma question, c'est comment collectivement on peut, à la lueur de cette vision périphérique, redresser les injustices environnementales historiques, puis les intégrer dans des plans de santé durable. J'ajouterais, il y a des fonderies aussi, hein? Oui. À cette longue liste. Mélissa? OK, bien, c'était à moi la question. Ben non, je vous regardais, c'est une question collective, mais... Mais je trouve que la question est plus que pertinente. D'un autre côté, d'y répondre simplement, ça serait forcément d'être dans l'erreur. Je veux dire, je pense qu'effectivement, il faut éviter de tomber. J'ai bien besoin de montrer les 5 niveaux de la Charte d'Ottawa, mais on s'entend que pour moi, ça ne fait aucun sens de miser sur des actions individuelles et communautaires s'il n'y a pas une cohérence des actions qui sont plus, comme je disais, à l'échelle des politiques publiques et des environnements favorables. Sinon, c'est encore une fois de mettre le fardeau un petit peu comme les combats qu'on a fait historiques pour l'obésité ou les saines habitudes de vie, de dire on va vous rendre les fast-foods accessibles, on va rendre ça moins cher, il va en avoir partout, il va y avoir de la publicité, il n'y a aucun contrôle, mais ça avoue la responsabilité d'agir, de prendre des bonnes décisions sur le plan individuel. Ça ne fait aucun sens, même qu'au contraire, comme vous l'avez dit, ça tend à accroître les inégalités sociales ou les injustices parce que les gens qui sont probablement ceux qui en ont moins besoin vont ceux qui vont le plus développer les aptitudes individuelles et ceux qui en auraient le plus besoin ou pour qui ça serait plus profitable sont ceux qui vont avoir le plus de difficultés à le faire. Mais là, ceci étant dit, je vais vous parler à la plus
ben non, pas la plus, mais une des très convaincues, là, j'ai même été prêt à faire un saut en politique l'année passée pour défendre ces convictions-là, mais rendu là, je me dis qu'il faut avoir les gouvernements ou différentes instances municipales, provinciales, fédérales qui sont prêtes à avoir le courage de prendre des décisions qui ne vont pas nécessairement faire plaisir à tout le monde, et incluant les industries. Puis il faut avoir aussi une population qui est prête à choisir ces gouvernements-là. Moi, je vais m'arrêter là-dessus, mais... Merci, Mélissa. Oui, parce que je veux entendre... Bravo. Je veux entendre... Il y a Sébastien Sauvé qui voudrait parler et Malek Batal. Ben, la question est très pertinente, puis il n'y a pas de réponse facile. Les éléments que moi, je vois, c'est de mieux informer. Parce qu'il y a comme un jeu entre le politique puis la pression du public. Et donc, il faut que les gens soient le mieux informés. Il faut aussi bien jauger les risques, parce que quand on ne comprend pas, on a peur de tout. Et c'est toujours un peu le dilemme que j'ai. Je contribue à l'éco-anxiété de beaucoup de gens, là, je m'en excuse. Mais je suis moi-même pas très éco-anxieux. Je comprends les enjeux. Et donc, je pense qu'il faut vraiment... On peut aider, là, et de mieux partager, ça va aider. Puis ensuite, c'est un jeu entre la pression politique puis la pression des gens, puis comment le politique, il répond, tu sais, ils ont leurs idées préconçues, là, les politiciens, mais ils répondent à la pression des gens. Ça, c'est sûr qu'ils répondent. Malek? Moi, je voulais donner un exemple, et c'est pour insister sur le côté politique. En avril dernier, on a fait une sortie avec l'Association de santé publique du Québec, avec Coalition Poids Équiterre et la chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé que je détiens à l'UDM, parce que le gouvernement du Québec avait octroyé un financement à une compagnie privée pour promouvoir l'industrie de chips, parce que ça tombait dans en fait, la production locale et donc comment promouvoir l'alimentation québécoise. Et donc, c'est un contre-exemple de ce qu'on doit être en train de faire en tant que gouvernement et population. Et donc, c'est pour ça, il est important de se manifester quand il y a des aberrations comme ça et de dire il faut qu'on voit les choses de manière globale, holistique, et qu'on ne peut pas parler de santé sans parler d'alimentation saine, par exemple, et on ne peut pas parler d'alimentation saine et de santé sans tenir compte de l'environnement. Et quand on favorise les chips au maïs, quelle sorte d'agriculture on est en train de favoriser et quel est le territoire qu'on est en train de promouvoir? Est-ce que c'est des champs de maïs et de soya, ou bien est-ce que c'est une agriculture qui est raisonnée, qui est familiale, qui est sociale, etc. Donc, je pense qu'on devrait faire plus d'efforts pour convaincre les politiques, parce qu'il y a un impact tellement important, tout en travaillant bottom-up, bien sûr, mais voilà, je voulais juste insister sur ça, puis rappeler cet exemple qui, pour moi, encore me hante. Merci, Malek. Hélène, vous voulez rajouter une phrase? Ensuite, Anne-Marie va parler aussi poser des questions pour les gens du public. Oui, Dr. Carabin. Vraiment rapidement, je veux juste rappeler à tout le monde que tout ça, ça affecte la santé des animaux aussi. OK? Donc, dans cet environnement-là, je veux dire, il y en a combien d'espèces de grenouilles qui ont disparu au Québec? Il y en a combien qu'on n'entend plus à cause, entre autres, de pollution? Mais une des solutions, c'est d'apprendre à partager toutes sortes de choses, des idées, des ressources, de l'énergie, et ne pas avoir peur de perdre quelque chose, mais bien de gagner et d'apprendre à se faire confiance entre différentes professions. D'ailleurs, pour la santé durable, contactez les organismes vétérinaires. Il y en a aussi beaucoup, là. C'est de la médecine, là. Merci, bravo. Anne-Marie. Bonjour, bonjour. Hélène, je suis Zoom en ce moment, puis je veux juste dire, oui, on a pris un petit 2 minutes là, de retard sur l'horaire, mais on va prendre la dame après moi parce que tantôt, c'est elle que j'ai bumpé aussi. Fait que je serais pas contente qu'elle perde son droit de parole encore. Puis on reviendra 5 minutes plus tard de la pause cet après-midi. Donc, sur Zoom, je vais faire une question-commentaire en premier. Juste dire qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent comment rester sur les faits, sur être réaliste par rapport au portrait assez pessimiste là, qu'on peut avoir
forte sans causer d'éco-anxiété. Donc, ça me ramenait à la présentation de Safietou Sakala hier sur comment communiquer des enjeux qui peuvent provoquer d'autres méfaits. Donc, il y aura peut-être un travail à faire pour le lab de Mélissa, pour le RASDQ, pour les deux ensemble. Donc, je voulais juste vous dire que ça revenait souvent. Et l'autre question était pour Malek et son délicieux trio. Et les gens se demandaient si c'est vrai que l'alimentation plus à base de plantes fait du sens d'un point de vue d'une seule santé, donc dans les 3 éléments. Ouf! Ça, c'est toujours une question qui revient. Ça dépend comment c'est fait. Bon, Malek va sûrement avoir une réponse un peu différente, mais enfin, l'humain est quand même omnivore à la base, mais mange actuellement beaucoup trop de viande, comparé à ce qu'il a réellement besoin. D'un autre côté, c'est sûr que les animaux de compagnie, comme des chats et des chiens, bien ça, ce sont des carnivores. Fait que si on leur fait une alimentation à base de plantes, pas trop, là. Ça dépend un petit peu des conditions, mais une chose est certaine, c'est que il y a trop de consommation de viande, puis ça nous rend malades. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Mais ce qu'on a, il faudrait que ce soit mieux, puis produit de façon qui respecte mieux le bien-être animal. Puis il y a absolument moyen de faire ça. Donc, ce serait plutôt... Mais c'est bien qu'on en entende parler un peu plus là, de questions de bien-être animal, de la façon dont nos aliments sont produits ou sont élevés, et tant mieux, justement. Puis, tu sais, les visites à la ferme, puis que les gens voient des choses, puis pas juste des histoires de peur, mais qu'on aille constater sur place comment ça se fait, le fait que on soit si éloigné de la manière dont nos aliments sont produits, quand Malek parlait de la transformation mondiale qui est faite, puis avec tous ces aliments ultra transformés, on a de la difficulté à croire qu'un cube de bouillon de poulet, ça a déjà été dans une basse-cour, là. On est vraiment loin, alors... Oui, puis ces aliments ultra transformés, on a parlé avec Malek quand il présentait sa présentation, la carte du diabète. Je lui disais, je te parie que si on mettait la carte d'obésité chez les chats et les chiens... Ah oui, il y a une corrélation. Non, mais c'est vrai. Ah oui. C'est la même chose. Ah oui, il y a une corrélation. Alors, tu sais, c'est tout connecté, là. Oui, tout à fait. À vous la parole, madame. Moi, c'est une question très précise là, pour Dr Généreux. On parle d'éco-anxiété. Avant de faire ma spécialité en santé publique, j'ai fait 2 ans de psychiatrie, fait que c'est peut-être teinté. En fait, pourquoi on spécifie un petit groupe avec un facteur causant une anxiété plutôt que de dire que c'est des gens qui vivent de l'anxiété et que le facteur précipitant ou perpétuant sont les changements climatiques plutôt que d'autres choses, parce que finalement, est-ce qu'on va spécifier ceux qui ont peur de vieillir, ça va être des vieillissements anxieux, ceux qui ont peur de leur vie avec des enfants anxieux, tout ça, pourquoi les mettre vraiment dans un petit groupe particulier alors que c'est les mêmes symptômes, les mêmes effets? C'est ça, c'est pour ça que je l'ai présenté en disant qu'il y a une gamme d'éco-émotions dont l'éco-anxiété fait partie. C'est pas moi qui ai créé le terme. Puis effectivement, je trouve que le terme éco-anxiété, étant donné qu'il contient le mot anxiété, fait un petit peu automatiquement penser à un trouble psychiatrique ou à un trouble anxieux, alors que j'espère que j'ai réussi à véhiculer le message que l'un et l'autre sont quand même des concepts différents. L'éco-anxiété n'égale pas forcément trouble psychiatrique et trouble anxieux n'égale pas forcément. Bon, tu sais, c'est un qui peut prédisposer à l'autre, mais comme je disais, une certaine dose de cette éco-émotion-là peut aussi être favorable ou amener des comportements positifs et pas juste du négatif. Donc, je pense que c'est un terme avec lequel, est-ce qu'on est pris ou pas, mais dans la littérature, il y a eu un petit boom là, autour de ce terme-là et c'est un peu à nous, comme intervenants de santé publique ou de toute autre discipline, là, qui a à travailler dans le domaine des changements climatiques, à éduquer la population sur ce que ce terme-là veut vraiment dire, plutôt que de le pathologiser et reconnaître que, comme vous dites, il y a une gamme de troubles anxieux et on peut en développer une fois qu'on a des manifestations éco-anxieuses, mais c'est certainement pas automatique. Là. Même chez les gens hyper éco-anxieux, c'est pas tout le monde qui va développer un trouble anxieux. Donc,
super important de toujours le préciser puis de normaliser ces émotions-là, comme je disais, qui sont relativement normales à petite dose. Moi, si vous voulez, c'est complètement subjectif, mais que quelqu'un ait aucune manifestation éco-anxieuse, puis qu'il n'ait jamais aucune inquiétude par rapport au futur de l'humanité ou qui se sent jamais un peu impuissant, c'est aussi à la limite, comme je dis, moi, c'est personnel comme position, mais je trouve ça pratiquement plus problématique que d'avoir un certain niveau de prise de conscience par rapport aux enjeux. Merci, Mélissa. Hélène, vous vouliez rajouter un mot? Juste un truc très bref, c'est relié à la première question en ligne sur Zoom. Je vous invite tous à regarder le documentaire de David Attenborough, « Ma vie sur la planète ». Parce que ça expose vraiment plein de ces problèmes-là, mais à la fin, il y a toujours de l'espoir. J'adore ce reporter, donc je vous invite vraiment à écouter ça. Ça donne de l'espoir. N'importe quel enfant devrait écouter ça. Puis les adultes aussi, là. Oui, pour se dire qu'il y a quelque chose à faire, puis qu'on peut agir maintenant. Merci à vous tous.